Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 de la Belle Radio et Télévision que nous ouvrons par ces titres. Et d'abord, le sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert aujourd'hui même à Abidjan. Les chefs d'État du continent africain et d'Europe se penchent sur l'avenir de la jeunesse africaine dans un contexte de crise de migrants. Et puis Emmanuel Macron est arrivé à la mi-journée en Côte d'Ivoire après un bref séjour au Burkina Faso où il a tenu un discours à propos duquel il y aura des réactions dans ce journal. En sport football, award du meilleur entraîneur CAF de l'année. On saura en janvier qui est le sélectionneur africain le plus méritant. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Et ce sommet Union africaine-Union européenne ouvert aujourd'hui même à Abidjan en Côte d'Ivoire, un sommet qui réunit tous les chefs d'État, la majorité sinon des chefs d'État du continent africain et d'Europe. Il est question là-bas de l'avenir de la jeunesse du continent africain, une jeunesse qui se trouve parfois en train de mourir sur les sentiers de l'exil, comme on a pu le voir dans certaines images choquantes en Libye. Alex Blériot-Momha revient sur les enjeux de ce rendez-vous. Ce 5e sommet Union africaine-Union européenne devrait être décisif pour les relations entre les deux organisations continentales. La stratégie conjointe ayant été adoptée il y a 10 ans, en 2007 précisément. Au sommet de Bruxelles en 2014, les dirigeants africains et européens avaient déjà eu à analyser et à évaluer les progrès réalisés depuis l'adoption de l'initiative. Pendant les prochaines 48 heures de débat dans la capitale économique ivoirienne, les représentants des 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe auront l'occasion de fournir des orientations politiques concrètes afin de répondre aux défis actuels et futurs de leur partenariat stratégique. Pour y parvenir, les participants s'appuieront certainement sur les travaux préparatoires de la société civile, de la jeunesse, des acteurs économiques et sociaux, des gouvernements locaux ainsi que le sommet parlementaire de ce mois de novembre. Faut-il le rappeler, le thème de ce 5e rendez-vous au sommet des dirigeants africains et européens porte sur l'investissement dans la jeunesse pour un développement durable. Quand on sait que la population africaine est composée à 60% de jeunes de moins de 25 ans, on peut comprendre pourquoi une stratégie bâtie autour et sur cette frange de la population globale est une priorité. Priorité qui va être déclinée sur des axes tels la paix et la sécurité, la gouvernance et la démocratie, les droits de l'homme, la migration et la mobilité, les investissements et le commerce, le développement des compétences. À suivre juste après ce journal, notre plateau spécial consacré au sommet Afrique-Union européenne, le 5e du genre, un plateau qui sera présenté par Robert Adandé. Le président français Emmanuel Macron, avant de rallier la Côte d'Ivoire à la mi-journée, est allé au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Il a tenu un discours au cours duquel il a rendu un hommage, un vibrant hommage au capitaine Thomas Isidore Sankara. Ce discours a été prononcé à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. En voici un extrait. La construction de l'avenir que vous osez inventer, selon la belle formule d'un de vos compatriotes. Cet avenir que vous osez inventer, vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Sankara, à qui je souhaite solennellement rendre hommage dans cet amphithéâtre. Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Parce que je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Ou je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France.
Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Alors il n'est jamais aisé, compte tenu de notre histoire partagée, pour un président français de venir parler comme cela de l'Afrique. Et je n'aurai pas la prétention ici d'exprimer la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays. D'abord parce que ça a quelque chose de terriblement arrogant d'essayer d'expliquer qu'en quelque sorte il y aurait une unité absolue, une homogénéité complète, 54 pays. Emmanuel Macron, le chef de l'État français. Cabral Libby est un chroniqueur camerounais, homme politique. Il a également réagi à ce discours. Alex Blériot-Momha, éditorialiste à Label Radio et Télévision, l'a joint en début de soirée. Voici un extrait de leur entretien. Bonsoir, Monsieur Cabral Libby. Vous êtes un homme public, un homme politique au Cameroun, vous êtes jeune. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question sur la tournée du président français Emmanuel Macron et son discours hier à Ouagadougou. Que vous inspire le discours de M. Macron à Ouagadougou? Comment l'analysez-vous, voire comment l'avez-vous perçu? Alors, vous vous doutez bien que pour un Africain de mon âge, 37 ans, qui depuis 13 ans dans son pays, depuis que je suis étudiant, je me bats pour cela, mène le combat pour l'émancipation de la jeunesse, pour le renouvellement de la classe politique, mène des combats de sensibilisation de la jeunesse, d'éveil citoyen des masses. Vous vous doutez bien, disais-je, que ce discours du président Macron, président jeune de 2 ou 3 ans, mon aîné, aujourd'hui président de la 5e puissance mondiale, ex-puissance tutélaire d'un certain nombre d'États francophones, dont le Cameroun, vous vous doutez bien, je le dis encore, que ce discours ne pouvait que moi personnellement me faire plaisir d'entendre un président français dont on connaît d'une façon ou d'une autre l'impact du propos au sein de l'opinion publique francophone, dire qu'il est venu en Afrique écouter la jeunesse, qu'il prend l'engagement d'être aux côtés de ceux qui vont investir sur la jeunesse, de ceux qui feront le choix de la responsabilité et non celui du déni. Mais du déni de quoi? Du déni de l'impératif de renouvellement générationnel du continent. Un continent, comme il le disait lui-même, et nous l'avons souvent rappelé, dont 70% de la population a moins de 30 ans. Ben, lorsqu'il a dit que c'était non pas une option, mais une loi mathématique, eh ben, je me suis dit, j'espère bien que ce discours-là, comme c'est souvent le cas quand ça sort de la bouche d'un chef d'État français, connaîtra plus d'impact que celui que nous tenons depuis une décennie dans mon propre pays, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors, vous le dites, mais je voudrais néanmoins vous demander, Monsieur Cabral Libby, est-ce que la posture affichée par le président français traduit une réelle volonté de rupture avec la France-Afrique au-delà du discours que vous appréciez? Dans des discours de ce niveau-là, de ce type-là, il y a toujours, de mon point de vue, une part de duplicité, une part d'hypocrisie. Et cela transparaissait bien, notamment sur la question du CFA, suite à la véhémente question que jeune burkinabé a posée. On a bien ressenti dans la réponse de M. Macron une certaine forme d'agacement, une certaine gêne. Donc la rupture, elle sera toujours diversement appréciée selon que nous l'appréhendons d'Afrique ou de la France, mais de toute façon, il y a un discours reculant dans la démarche d'Emmanuel Macron. Un homme politique, c'est aussi son parcours, c'est aussi la récurrence de son discours. Il renvoie la responsabilité aux Africains eux-mêmes à chaque fois, et nous ne pouvons plus continuer. Il l'a dit à une jeune dame, jeune étudiante qui lui a posé la question, nous ne pouvons plus à chaque fois
accuser la France, pointer un doigt accusateur sur la France. La rupture doit d'abord être une décision des Africains, une décision des dirigeants africains. Je reviens encore à ce que j'ai vu, j'ai bien aimé, c'était sur un ton, un brin sarcastique, mais peut-être aussi convivial, lorsqu'il s'adressait au président Kaboré en lui disant, écoutez, c'est à vous de réparer la clim dans vos amphis. Il l'a dit sur la question du CFA, c'est à vous de décider, de changer de nom, de quitter même le franc CFA. La rupture doit être une décision prise par les Africains. Mais j'ai bien noté un double moment dans le discours de Macron. Il y avait une première partie qui était du Macron, et j'ai envie de dire une deuxième partie qui était plus classique. Et dans la première partie, j'ai bien aimé la posture de réfutation d'un certain nombre de clichés passistes, notamment la réfutation du paternalisme. J'ai bien noté l'indignation face aux crimes de la colonisation et j'ai bien noté qu'il ait rappelé que la France et l'Afrique dans son ensemble avaient au moins une chose en partage, la force de leur jeunesse. Je crois que Macron, depuis son entrée, en tout cas fulgurante en politique, sur l'Afrique, sur ses rapports, en tout cas les rapports que la France doit entretenir avec l'Afrique, il est plutôt constant. Il rappelle toujours un certain nombre de choses, sa détermination à vouloir regarder de l'avant, sa détermination à tourner véritablement le dos à un certain nombre de choses qui dérangent, disons-le comme ça, de façon employant l'euphémisme pour le dire, mais il demeure, vous devez le savoir, qu'en toile de fond, il s'agit quand même d'intérêt. Nous parlons d'État à État. Donc le président Macron ne vient pas, c'est vrai, nous sommes à l'approche de Noël, mais il ne vient pas à l'Afrique comme un Père Noël. Il vient poursuivre la politique de la France, il vient veiller au rayonnement extérieur de la France, il vient s'assurer de la sécurité ou de la sécurisation des intérêts de la France, parce que la France a bel et bien une politique séculaire internationale qui fait la part belle à l'Afrique. Donc, n'attendons pas de Macron qu'il vienne faire à notre place ce que les dirigeants que nous choisissons librement. Monsieur Cabral Libye, au nom de la présidence de la rédaction centrale de Label Radio-Télévision, je vous remercie pour votre disponibilité et nous vous souhaitons beaucoup de chance dans la suite de vos activités. Merci bien. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de d'avoir accordé à ma modeste personne une interview qui sera diffusée sur votre prestigieux média dont je ne doute ni de la qualité ni du professionnalisme. En tout cas, l'équipe rédactionnelle, du moins du peu que j'en sais, est plutôt rassurante à ce propos. Bon vent à vous. Merci. Kribi Cabral, homme politique camerounais et chroniqueur, a été joint par Alex Blériot-Momha, que vous retrouverez bien sûr après ce journal dans notre plateau spécial consacré au sommet Union africaine-Union européenne, le 5e du genre, ouvert ce mercredi même à Abidjan en Côte d'Ivoire. La suite de ce journal avec la crise anglophone dont on parle toujours, une crise dans laquelle certains observateurs voient justement le résultat de beaucoup de frustration. Eh bien, Carole Guissot tente de nous expliquer ce qui est à l'origine de cette crise en s'appuyant sur un fait malheureux. C'était l'incendie d'un tribunal il y a quelques jours dans l'une des régions du pays. Bonjour chers téléspectateurs de Label Télévision. En ce qui concerne la crise anglophone, nous sommes apparemment loin du bout du tunnel. Il y a quelques jours, le tribunal de première instance de Batibo, c'est dans la région du Nord-Ouest, a été mis à feu par des individus encore non identifiés. Des enquêtes ont été commises pour retrouver les commanditaires. Au niveau des deux chambres du Parlement camerounais, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, la crise s'est aussi invitée. Les députés et les sénateurs du principal parti d'opposition, le SDF, Social Democratic Front, exige que la crise anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des travaux en session plénière, ce qui n'était pas prévu, l'avait rappelé le président de l'Assemblée nationale, Kavaïegé Djibril, en ouverture des travaux. Alors, presque tout un gouvernement a déjà été envoyé dans les deux zones anglophones du Cameroun, le sud-ouest et le nord-ouest. Même le Premier ministre, chef du gouvernement,
y était il y a quelques semaines seulement, mais apparemment aucune solution n'a encore été trouvée. Le chef de l'État, le chef de l'exécutif aujourd'hui s'en remet au chef traditionnel pour pouvoir résorber la crise, pour trouver des voies et sorties de cette crise qui n'a que trop duré. Nous l'avons appris à l'occasion de l'Assemblée générale élective de l'Association des chefs traditionnels du Nord-Ouest, à qui le chef de l'État a demandé de recenser les différentes revendications des populations en vue de les calmer pour que la paix soit retrouvée. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, tente de conforter sa position d'outil d'intégration entre les peuples en Afrique. Eh bien, pour que tout le monde soit au même niveau, une série de formations a été lancée hier à Libreville, la capitale gabonaise, avec pour objectif de faire en sorte que tout le monde s'arrime aux normes OHADA. On a rencontré quelques intervenants, notamment le représentant du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon et un expert comptable venu du Bénin. Après près de 15 ans d'application du référentiel comptable de l'OHADA actuel, la communauté comptable a jugé opportun, n'est-ce pas, de mettre à jour le référentiel pour tenir compte de nouvelles pratiques et des avancées en matière de normalisation comptable OHADA. Donc nous avons, n'est-ce pas, procédé à cette révision pour avoir un outil beaucoup plus dynamique permettant d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de l'information financière qui est produite par nos entreprises. Dans le cadre de cet atelier que nous avons débuté ce matin, nous regardons les aspects liés aux travaux qui ont eu lieu à la Chambre de commerce du 30 au 10 novembre 2017, où il y a eu des négociations tripartites, État, patronat, salariés. Quelles ont été les résolutions, les principales résolutions de ces travaux? Et ensuite, nous abordons une question très pratique qui est celle du principe de la déclaration trimestrielle des salaires. Comment on déclare les salaires à la sécurité sociale? Quelles sont les implications de ces déclarations de salaires dans le régime qui est géré par la CNSS? Transport urbain en Côte d'Ivoire, des taxis de seconde génération ont été mis à la disposition du public. Ils vont pouvoir voyager en toute sécurité et dans le confort. Le récit de Georges Wenceslas Aboké sur les images de nos confrères de la radio-télévision ivoirienne. De couleur blanche traversée d'un orange portant la mention Ivoire Taxi, ces véhicules au nombre de 100 sont des taxis neufs mis en circulation dans le district d'Abidjan dès ce lundi. Les véhicules sont modernes et équipés d'un système de paiement électronique et d'un mécanisme permettant aux clients d'avoir directement accès aux informations de tarification et au paiement en ligne. En outre, ils sont équipés d'un système GPS pouvant favoriser leur géolocalisation en cas de danger. Quant aux chauffeurs, ce sont des professionnels ayant surtout bénéficié d'une formation aux valeurs de civisme. Toutes les dispositions sont donc prises pour que cette opération soit un véritable succès. Un arrêté sera pris par le gouverneur du district d'Abidjan pour la réglementation des taxi-compteurs à Abidjan afin qu'il n'y ait pas dans cette grande agglomération deux types de taxis, car des taxi-compteurs de couleur orange ont toujours circulé dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ces véhicules ont été acquis grâce au Fonds du développement des transports qui poursuit le renouvellement du parc automobile et qui veut donner des réponses aux besoins des clients en matière de transport. Les statistiques récentes indiquent que 85% des véhicules en Côte d'Ivoire ont plus de 10 années d'existence et seulement moins d'1% des véhicules en circulation 1 an. Le parc automobile ivoirien est tout simplement vieux et les 100 taxis tout neufs arrivent un peu comme une bouffée d'oxygène. Un mot de religion dans ce journal. Le Gamou de Tivaouane au Sénégal va être célébré
demain au Sénégal et ailleurs, bien sûr, puisqu'au Gabon, à Libreville, ce sera également le cas. Un autre événement religieux majeur pendant lequel de nombreux musulmans célèbrent la naissance du prophète Mohammed. Le sport à présent est une bonne nouvelle peut-être pour les attaquants qui ont l'habitude de se voir refuser des buts. Eh bien, le championnat d'Afrique des Nations 2018 va se jouer sous assistance vidéo, une assistance vidéo qui va permettre de mettre fin à certains débats, nous dit Rodney Ovono. Il avait été testé lors de la Coupe des Confédérations en Russie remportée par l'Allemagne. Cette fois-ci, l'arbitrage par vidéo assistée sera expérimenté lors du prochain championnat d'Afrique des Nations prévu au Maroc. Une première pour la Confédération africaine de football. Réunie il y a quelques jours au Caire en Égypte, le comité des arbitres de la CAF a confirmé son utilisation. Toutefois, si la compétition commence bien le 13 janvier, le VAR ne sera utilisé qu'à partir des quarts de finale. Pour les arbitres africains, cette innovation devrait réduire les erreurs d'arbitrage et autres polémiques nées des décisions des sifflets parfois contestables. Pour Souleymane Ouaberi, président du dit comité, il y a de gros défis à relever pour cette nouvelle CAF et plus particulièrement pour cette nouvelle commission d'arbitrage qui doit s'adapter aux changements significatifs pour répondre aux attentes des clubs et des fédérations afin de faire taire les critiques de l'arbitrage africain et rivaliser avec les autres confédérations. Le rôle d'arbitre assistant vidéo sera occupé par les arbitres africains présélectionnés pour le Mondial 2018. Et puis la Confédération africaine de football a livré la liste des nominés pour l'award du meilleur entraîneur africain de l'année et sera désigné au mois de janvier prochain. Les grands absents de cette liste sont le Français Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, et Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal. Malgré leur excellent parcours avec leurs formations respectives lors des qualifications pour le Mondial 2018 en Russie, ils ne figurent pas parmi les nominés pour le titre de meilleur entraîneur sur le continent. Gernot Rohr, le premier nominé, a qualifié avec brio les Super Eagles du Nigeria pour le Mondial. Sa nation a également le mérite d'être la première qualifiée sur le continent. L'Argentin Hector Cooper peut également se targuer d'avoir qualifié les Pharaons d'Égypte pour la Coupe du Monde 2018 en Russie après 27 ans d'absence et d'avoir emmené son équipe en finale de la CAN au Gabon. Cooper a su redonner de la visibilité aux Pharaons qui avaient disparu des radars du football continental. La saison du Gobros sur le banc des Lions indomptables est à deux volets. Le Cameroun a été solide lors de la Coupe d'Afrique des Nations, mais les Lions ont connu un parcours chaotique lors des qualifications pour le mondial. Aux côtés des sélectionneurs, l'on retrouve les deux entraîneurs vainqueurs des Coupes continentales. Houssine Amouta a remporté la Ligue des champions avec son club du Wydad Athletic Club de Casablanca. Le cinquième et dernier nominé pour cette shortlist est le coach du tout-puissant Mazembe, récent vainqueur de la Coupe des Confédérations, Pamphile Kazembe. Le Togo, la fédération togolaise de football a fini par obtenir les résultats de l'audit qui a été lancé pour sa participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des grincements de dents. On retrouve Rodney Ovono. Les membres de la commission de mobilisation, le ministère des Sports Guy Lorenzo et le président de la Fédération togolaise de football étaient réunis pour faire le point sur les fonds mobilisés pour le séjour gabonais des éperviers du Togo lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en ressort que les autorités togolaises ont mobilisé un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Mais la sélection dirigée par Claude Leroy n'était entrée en possession que de la somme de 3 milliards 729 millions. Et les dépenses évaluées étaient de l'ordre de 3 milliards 99 millions. Par ailleurs, la directrice du cabinet ICC, Nathalie Bito, a noté un déficit de plus de 60 millions de francs CFA. Toutefois, le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akpovi, a tenu à apporter des éclaircissements sur les dépenses de la sélection nationale, tout en saluant le travail effectué par le cabinet ICC. Selon lui, les fonds alloués à la fédération n'ont jamais été gérés par la fédération et donc se référer au ministère des Sports pour justification de fonds. Akpovi a notamment souligné qu'un projet de budget est fait à chaque fois que les éperviers sont en regroupement. La fédération le transmet au ministère des Sports qui, à son tour, l'expédie au ministère des Finances. Au terme de cette procédure, l'équipe est suivie par un comptable assermenté du ministère des Sports. Au dire du président de la fédération, c'est ce dernier qui paie tous les frais nécessaires au confort des éperviers et retourne avec la redevance s'il y en a. Au sortir de la conférence de presse, aucune des entités présentes n'a apporté d'éclaircissement quant aux 600 millions de francs CFA de déficit.
Déjà en 2013, les comptes du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud avaient enregistré des dettes qui jusque-là sont restées injustifiées. Voilà qui met un terme à ce journal. À suivre juste après ce rendez-vous de l'information, notre plateau spécial consacré au sommet Union européenne-Union africaine ouvert ce mercredi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique malgré tout, car l'Afrique est la mamelle du monde. À tout à l'heure.